Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine, et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison, et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies, et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage, grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce 5e épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Marie, avec qui je me suis découvert beaucoup de points communs. Elle nous raconte ses 5 ans d'attente et son désir d'enfant qui aurait pu très tôt tourner à l'obsession si elle n'avait pas su prendre conscience très vite qu'elle s'oubliait totalement. Elle nous parle de son chemin de développement personnel qui lui a permis de se connecter à son intuition et aujourd'hui, elle touche enfin du doigt ce fameux lâcher-prise et arrive de mieux en mieux à accepter la situation et à se laisser porter par le flot de la vie. Je vous laisse découvrir sa philosophie tout en optimisme et sa faculté à prendre du recul sur toutes les épreuves de la vie, car elle est convaincue que rien n'arrive par hasard et que chaque difficulté est une occasion de se recentrer toujours plus sur soi pour traverser ce chemin vers la maternité avec espoir et sérénité. Bonjour Marie, je suis contente de te recevoir dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Mélanie, ça va très bien. Bon, tant mieux. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, donc ton âge, ce que tu fais dans la vie, avec qui tu la partages? Alors, je m'appelle Marie, j'ai 34 ans. Dans 2 mois, je vais arriver à mes 35 ans. Nouvelle étape. Je suis avec, mon mari, donc depuis un peu plus de 11 ans. On s'est mariés il y a un peu plus de 5 ans et dans la vie, je fais un travail administratif, voilà classique, D'accord, pas foufou. très bien. Est-ce que tu peux nous dire quand est apparu ton désir d'enfant, du coup? Alors, à la suite du mariage, même si ça fait très, cliché, je pense comme ça, j'ai pas eu le désir, d'enfant, avant au moins avant le mariage puisque, voilà, je ressentais pas en fait. Mon mari plus, dès qu'on s'est connus, qu'on parlait un petit peu d'enfants et cetera, je sentais bien que c'était lui un désir, voilà, quoi qu'il arrivait, il y aurait un enfant un jour dans sa vie et puis moi, je me suis tout simplement un peu laissé le temps. Puis, à l'issue du mariage, on en parlait de plus en plus et puis on a fait le pas, le grand D'accord. saut. Super. Et du coup, comment ça s'est passé au début, les premiers essais? Comment tu as vécu, en fait, cette grande nouvelle étape à 2? Alors au début, j'étais hyper excitée, c'était vraiment ce côté, ça y est, notre vie de couple, s'est vraiment bien faite au fur et à mesure. On a un peu fait toutes les étapes, qu'on attend de nous, hein, entre guillemets, parce que on est quand même aussi, sous le poids un peu de ce que la société attend de nous quelque part, mais bon, ça on s'en rend compte un peu plus tard. Ouais, Voilà, très excités, très, très confiants, tous les 2. Voilà, on est partis dans cette aventure, en se disant que voilà, on allait peut-être attendre un petit peu avant que ça arrive, mais c'était sans souci. On profitait du coup à chaque fois, quand on faisait la fête, on se disait: «Bon, là, faut profiter parce que peut-être que dans quelque temps, on pourra plus». bah, ouais, Et puis, moi, j'étais sous pilule depuis une, quinzaine d'années. Donc, d'accord. bon, j'avais quand même un petit doute là-dessus en me disant que potentiellement, ça pouvait, avoir, eu un impact sur la fertilité. On Mmh. l'entendait de plus en plus, à ce moment-là. Donc, voilà. Donc comme je voyais que ça arrivait pas, au bout des 6 mois, je voyais que ça arrivait pas, j'ai commencé à me demander si,
si c'était pas forcément lié à ça, éventuellement. Et puis après avoir, un petit peu discuté autour de moi, vu que certains témoignages, beaucoup me disaient, «C'est bien de consulter, un médecin, enfin un gynécologue, soit dès le début des essais, soit, au moins 1 an après si jamais, rien n'arrivait». Donc bah, j'ai tout simplement été voir mon gynécologue, au bout, ça faisait pas tout à fait 1 an d'essai. Donc lors de ce rendez-vous, il m'a expliqué que pour lui, voilà, il voulait que je reste dans cette confiance dans laquelle j'étais depuis le départ, qu'on il nous connaissait un petit peu, enfin, il connaissait un peu notre profil, voilà, un couple assez, on profite de la vie, quoi. Donc pas trop, se prendre la tête tout de suite, que c'était pas forcément utile vu nos âges et notre situation, Mmh. et de venir le revoir au bout d'1 an, officiel, hein, d'essai, Ouais. en vain. Donc beh, c'est ce qu'on a fait du coup. Donc là, à ce moment-là, il nous a demandé, de faire une série d'examens, donc un bilan hormonal, pour moi et un spermogramme pour, mon mari. Oui. Donc voilà, assez simple. Dans les faits, il nous a dit de prendre le temps de le faire, voilà, de pas se précipiter non plus, donc on y allait un peu cool. On a fait, heu, on a fait ça tranquillement et puis, 4 mois après, à peu près, suite à ce rendez-vous-là, on a revu mon gynécologue et là, donc là, il nous a expliqué qu'au vu des résultats, bah, tout était dans la norme selon lui. Il m'avait fait une écho pelvienne également où, il avait éventuellement décelé peut-être enfin, les bilans sanguins déjà, l'avaient un petit peu alerté, mais une ovulation un petit peu fainéante, donc bah, potentiellement liée notamment à la prise de cette pilule, durant toutes ces années. D'accord. Mais c'était un gynécologue spécialisé, en fertilité ou pas? Non, c'était un En gynécologue obstétricien, donc D'accord. voilà, qui avait aussi le matériel du coup, dans son Oui, cabinet. C'est pour ça qu'on a pu ouais, faire, certains examens ensemble, mais sinon, voilà, un gynéco classique. OK, d'accord. Donc lui, il te diagnostique plus ou moins enfin un doute sur une ovulation pas forcément, top, quoi. Voilà, mais voilà, au vu des taux et cetera, il m'a dit: «Vous avez vraiment pas à vous inquiéter», voilà, il avait un peu l'habitude de voir ça, malheureusement aussi, puisque, ben, on est quand même, toute une génération, à avoir pris ces pilules. Et puis du coup, beh, à l'issue du rendez-vous, il nous parle de PMA. Donc Ah d'accord. bah, franchement, j'ai été choquée parce que Bah oui, je m'attendais pas du tout à ça. j'imagine. Forcément, par mes recherches l'année passée, j'avais un petit peu, vu ce qu'était la PMA et cetera, mais bon, voilà, j'en avais pas vraiment parlé avec mon mari jusqu'à ce moment-là. Et donc quand mon gynécologue nous propose éventuellement cette alternative-là, donc de passer par un centre PMA pour se faire accompagner, en fait, il expliquait les choses, mais moi, à ce moment-là, enfin, j'entendais pas forcément tout ce qu'il disait parce que, bah, Bah oui, ça tombait un petit peu, enfin, c'était un peu oui, il vient prévu, de me quoi. dire que tout Oui. allait bien. C'est ça, mais en fait, c'est ça, tout va bien, mais il y a la PMA. OK. Ouais, c'est toujours un peu surprenant, ces Ouais, médecins qui donnent cette réponse de la PMA un peu, de manière, automatique, je oui, trouve, c'est ça. un peu Ap rapide, quoi. Oui, c'est ça. Après, là où j'ai apprécié, c'est que tout quand je pense, enfin, il a vu à ma façon dont je me tenais, voilà, j'étais un peu choquée et tout de suite, il m'a dit qu'il fallait vraiment voir, ça comme, un petit coup de pouce. Heu, D'accord. c'est vrai qu'en échangeant un peu autour de moi, beh, je constate aussi qu'il y a des médecins, des fois, ils l'annoncent d'une enfin, c'est ça qui va vous aider et puis, allez-y, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, est-ce qu'il précise, parce que bon, il y a différents niveaux de PMA aussi Ouais. et d'invasivité, si je puis dire, de traitement, quoi. Donc est-ce qu'il précise un petit peu, en quoi ça va consister, en fait? Non, alors, en fait, quand il nous explique la procréation médicalement assistée, bien sûr, ça parle tout de suite, on pense à la FIV, hein. Enfin, moi, c'était la seule chose que je connaissais, en termes de Ouais, par rapport à la PMA. Donc effectivement, il emploie ça, il nous explique, la FIV rapidement, mais qu'il y a aussi des méthodes de stimulation, sans forcément avoir des injections tout de suite, voilà. Donc là, il nous explique que c'est vraiment des étapes et que tout ça, on le verra avec le médecin, vers qui il nous oriente du coup. d'accord. Voilà, un confrère à lui et qui, par chance, se trouve à proximité de la maison et par la suite, j'ai compris que c'était, une très bonne chose. Donc on sort du rendez-vous avec ce courrier. Alors bien sûr, en nous quittant, il nous dit que voilà, selon lui, il faut quand même qu'on se laisse du temps, qu'il faut pas se précipiter à prendre un rendez-vous si on ne le sent pas, de laisser un peu,
la réflexion, faire son travail et puis, de voir, dans quelque temps, ce qu'on souhaite faire. C'est bien quand même qu'il vous accompagne, sur ce point-là, ouais. Oui, oui. Donc, à la suite de ce rendez-vous, il s'est passé à peu près 6 mois. Alors pendant ce laps de temps, de tout le parcours des CBB dans lequel nous sommes actuellement, je crois que ça a été les 6 mois les plus compliqués. Parce que, là, en fait, on est arrivé tout doucement aux 2 ans d'essai. On venait donc d'apprendre que tout allait bien, ça c'était chouette, mais en même temps, on nous apprenait qu'éventuellement on pourrait se faire aider médicalement parlant. Alors moi, personnellement, j'ai pas forcément de gros soucis vis-à-vis du médical, classique, mais bon, si je peux éviter, je Ouais, préfère, et à ça s'ajoutait, une obsession. En fait, je devenais complètement obsédée par notre projet. Pour moi, c'était plus, le plaisir de faire un enfant, c'est que je me devais de faire cet enfant et du coup, on rentre, à ce moment-là dans un espèce de cercle vicieux où, enfin, même si on n'est pas comme sa nature et qu'on ne le souhaite pas, on se recentre beaucoup sur nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis beaucoup recentrée sur moi-même. Les sujets de conversation, avec des amis, ça tournait autour de ça puisque j'en parlais, assez facilement ouais. et du coup, arrivent, forcément les annonces. Alors, il y en avait déjà avant, mais là, on y prête encore plus attention. Mmh. Voilà, il y a cette espèce d'environnement, c'est bien sûr la faute de personne, mais ça nous renvoie toujours à cette absence qu'on a, à la douleur qu'on peut ressentir et qu'on comprend pas forcément à ce moment-là parce que finalement ça fait pas si longtemps que ça et le temps d'assimiler les choses par l'esprit, ça demande Mmh. du temps quoi qu'il arrive et ça au début, clairement on nous l'explique pas et je pense que chacune aussi on réagit très différemment les unes des autres, notamment, les femmes qui arrivent à prendre un certain recul dès le départ et ça c'est dingue. Mais voilà, moi je faisais pas partie de ce de ce groupe. Après, je pense qu'on a toutes besoin de cheminer C'est ça, je pense que c'est assez difficile d'avoir du recul dès le départ. oui, Après voilà, on est toutes différentes effectivement, mais je pense qu'on a besoin toutes de certaines étapes pour essayer de oui. prendre un peu de recul et là, c'est un peu normal, quoi. Oui et puis à ce moment-là, en fait, je commençais à prendre conscience, mais du coup, j'avais pas non plus envie d'en prendre vraiment conscience. C'est que on a tous nos blessures et des blessures commençaient à se réveiller, en fait et notamment, en ce qui me concerne, l'idée que de belles choses puissent m'arriver. C'est quelque Ouais, chose, voilà, qui a toujours été un peu compliqué chez moi. d'accord. Autant, faire plaisir, être là pour les autres, enfin, voilà, sentir que je suis utile à quelqu'un, m'a toujours procuré beaucoup de plaisir, mais petite déjà. Par contre, le fait de se dire que quelque chose de juste dingue peut m'arriver, de merveilleux, sans que j'ai à combattre ça, non, c'était pas possible, en fait. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça, c'était en train de s'éveiller en moi. C'était bien enfoui, ça c'était en train clairement de s'éveiller, sauf qu'à ce moment-là, j'étais clairement pas, je dirais lucide, en fait, pour vraiment m'en rendre compte parce que j'étais vraiment dans cette obsession et en même temps, avec cette petite conscience quand même qui arrivait tout doucement de me dire, «Tant que tu auras pas travaillé sur ça va être compliqué». Quand même, donc de toi-même, en fait, toute seule, tu as Oui. réussi quand même à faire ce chemin et à te rendre compte qu'il y avait peut-être des blocages inconscients, en fait? Oui, après il y avait aussi beaucoup de discussions avec mon mari on est un couple, on est très, je vais pas dire fusionnel, pas à ce point, mais on est très complices et on a beaucoup, beaucoup de communication et d'écoute l'un à l'autre. Ouais, C'est vrai que ça, c'est aussi des choses, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, lui m'a quand même amené à ça quelque part, c'est top. et sans trop le savoir parce que lui-même n'en avait pas forcément pleinement Ouais, conscience, il conscience. s'en doutait, mais voilà. Oui, c'est ça, comme on le disait, tout est question de cheminement et à ce moment-là, Mmh. voilà, les choses étaient en train de clairement se réveiller et c'est pour ça que ça a été vraiment 6 mois, très, très forts, où j'étais très, très mal, mais c'était nécessaire. Ouais, et du coup, c'était devenu une obsession. T'avais quand même cet espoir que ça puisse marcher naturellement, j'imagine, et que tu peut-être ne pas avoir recours à la PMA? En fait, j'y pensais pas parce qu'en fait, vraiment à ce moment-là, mon obsession, c'était de me dire, «Il faut que ça vienne, il faut que j'arrive à être mère». En fait, chaque événement devenait une échéance donc dans tant de Ouais, temps, ça va être notre anniversaire de rencontre, «Ah ça serait bien que ça arrive là, quoi». ouais, Mais ouais, en ouais. fait, ça devenait, du coup, c'était plus spontané donc avec le recul, je me dis: «Beh, forcément, c'était plus spontané donc automatiquement, la grossesse spontanée ne pouvait pas se faire à ce moment-là». Mmh mh.
Surtout que je suis très cérébrale aussi. Tout joue en fait, tout joue. Et ce recul-là, tu l'as avec le recul, justement, ou t'avais quand même cette vision des choses à ce moment-là? Pas aussi lucide. Ouais. J'avais conscience que tant que j'arrivais pas à accepter que quelque chose de juste merveilleux pouvait m'arriver, de façon, spontanée, naturelle, Mmh. ça j'en avais clairement conscience. Après, voilà, là le reste, oui, ça c'est vraiment venu progressivement et étape par étape. D'accord, et du coup, tu as travaillé sur ce droit au bonheur? Oui, en fait, parce qu'après du coup on a lancé le parcours PMA, donc 6 mois après le fameux rendez-vous, on a lancé le parcours PMA et assez vite au début du parcours PMA, j'avais rencontré parce que j'ai aussi fait un peu en parallèle, appel à des médecines, douces, Mmh. donc sur les quelques années qui ont suivi où on était en PMA et j'avais rencontré une magnétiseuse qui m'avait, suggéré de discuter un peu de mon enfance avec ma mère et éventuellement même, dès ma conception, quoi. Donc chose que j'ai faite et rapidement au moment où elle me raconte un peu son histoire, avec mon père à l'époque où, bah, ils m'ont conçue, durant toute cette période-là, le temps où j'évoluais dans son ventre, il s'est passé des choses et c'est vrai que pour moi, j'en suis certaine, l'embryon ressent des choses. Après bon, on a toutes des visions très Ses différentes, croyances, ouais. voilà. Mais pour moi, à partir du moment où il y a une vie qui s'installe, quelle que soit la forme qu'elle a, il y a des choses qui peuvent, dès à présent, à ce moment-là, s'enregistrer quelque part en mémoire. Et pendant tout le long de la grossesse, que ma mère a vécue, je pense que déjà à ce moment-là, effectivement, le bonheur, je ne le méritais peut-être pas et D'accord. c'était pas du tout, voilà, de sa faute ou, voilà, mais c'est Mmh juste mh. des voilà, elle était, bah, à l'époque, mon père travaillait beaucoup, elle se sentait beaucoup délaissée aussi, même si voilà, elle nous a toujours beaucoup aimés, elle nous aime toujours beaucoup, mais je pense que ça, c'est des petites finalement, j'avais peur de gêner, j'avais peur, Ouais, à cause de moi, il se passe ça alors que pas du tout et j'ai ouais. évolué avec ça, Mmh. sans que trop personne s'en rende compte, mais je pense que c'est Non, c'était normal. très inconscient, ouais. Mmh. Oui, complètement et en fait, beh, forcément après j'ai repensé à mon enfance, les amis que je pouvais avoir, mon adolescence, les hommes que je pouvais rencontrer aussi, et en fait quand j'ai commencé un peu à faire tous ces liens-là, effectivement le point commun à tout ça, c'était, je me refusais ce bonheur. À chaque fois qu'un Ouais. bonheur arrivait, je me le refusais, je le saccageais, je le sabordais, enfin quand j'ai rencontré mon mari, pour le coup, qui se détachait complètement de tout ce que j'avais pu connaître et qui, au contraire, me mettait beaucoup en valeur, m'aimait telle que j'étais et bah, pour moi, c'était nouveau, c'était accepter que quelqu'un pouvait, bah, aussi accepter mes petites failles. C'était énorme et c'est d'ailleurs pour ça que au début, notre relation a été très compliquée parce que c'était nouveau et que là, pour le coup, c'était soit je travaillais là-dessus et on avançait, soit je le faisais pas et je le perdais. Donc quand on a lancé ce projet enfant, forcément, automatiquement, il y a eu ce côté, «Est-ce que je le mérite?» ce petit, voilà, ce petit relent. Ça ressurgit, ouais. Exactement. Voilà, donc D'accord. Ouais, bah, c'est génial que tu aies pu faire, ce chemin-là, et que tu aies travaillé sur ce côté, transgénérationnel, épigénétique, etc. Parce que comme tu disais, certes, on peut tous avoir nos croyances, mais il y a aussi des choses que la science a prouvées et que, ouais. oui, on est marqué par Mmh. tout ce qui se passe, parfois même certains disent avant même la conception. Oui. Donc c'est top en fait que Mmh. tu aies pu travailler là-dessus et ça a forcément débloqué des choses. Oui et comme je le dis, ce parcours, qu'on vit alors aujourd'hui, on est à plus de 5 ans d'essai, c'est assez étonnant parce que j'aurais pas pensé auparavant, mais aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux qu'il y a, bah, 3-4 ans finalement. Mmh. Parce que durant toutes ces années, il s'est passé aussi beaucoup de choses en moi, principalement. Des choses dont j'ai pris conscience, des changements que j'ai opérés aussi forcément. Et du coup, aujourd'hui, je remercie quelque part tout ce qui est en train de se passer, Mmh. même si, bah, c'est pas sans difficulté, c'est pas sans mais en fait, je me suis aussi beaucoup rendu compte qu'à partir du moment où on décidait aussi de peut-être changer sa perspective, de sa vie, du monde, des épreuves, de tout ce qui peut nous entourer. À partir du moment où on décide de changer cette perspective et ça peut aussi nous paraître un peu plus doux, en fait. Alors c'est sûr que, on peut vivre, des choses,
cruel, voilà, qui nous semble injuste, puisque moi j'ai beaucoup été dans ce sentiment d'injustice pendant au moins les 3 premières années des essais. Mais en fait, au bout du compte, on se fatigue beaucoup plus qu'autre chose. On ralentit, je pense, encore plus aussi l'arrivée, peut-être d'un enfant s'il doit arriver, parce que quelque part, j'ai aussi pris conscience que moi, je crois aussi un petit peu en la réincarnation, et pour moi, un enfant qui choisit, enfin, déjà, c'est l'enfant qui choisit, sa mère. Bah, forcément, s'il voit sa potentielle future mère, pas prête, dans le sens où elle est trop dans ce mal, en fait, à trop ressentir ce Mmh. mal, il est possible qu'il ne vienne pas. Après, c'est pas le même cas pour tout le monde, parce qu'encore une fois, on a chacun notre histoire. Tout à fait. Voilà. Pour moi, rien n'est un hasard aussi. Les choses, elles Mmh. arrivent parce qu'elles doivent arriver. C'est vrai que quand moi j'ai pris conscience du parcours dans lequel on était et qu'à un moment donné, il fallait peut-être aussi que je commence à changer mon point de vue, j'ai aussi beaucoup pensé que je me donnais en fait des raisons en me disant que rien n'est un hasard, etc. Je me disais, est-ce que quelque part, c'est pas aussi pour me rassurer d'une certaine façon? Mmh. Bah, c'est aussi un petit peu ce qu'on me renvoyait quelquefois quand j'en discutais dans mon entourage, où je pouvais dire quelque chose et qu'on me répondait: «Oui, mais bon, en même temps, ça te rassure aussi». Oui, mais en fait en fait, au bout du compte, que ça me rassure ou non, c'est C'est pas la ça. question, c'est après, C'est c'est ça. la croyance que je porte à ça, et Ouais. aujourd'hui, clairement, c'est, ce qui C'est ce m'aide, qui t'aide à et avancer, bien exactement. sûr. Ça fait une séance de coaching en même temps pour celles qui écoutent, c'est top. Bon, et du coup, si on reprend d'un point de vue chronologique, du Oui. coup, vous avez donc débuté la PMA. Qu'est-ce qui t'a fait, enfin, qu'est-ce qui vous a décidé justement après ces 6 mois d'attente? Quel a été le déclic, s'il y en a eu un, pour se lancer? Alors, il y a eu un déclic, mais encore une fois, à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. C'était mon intuition, parce que ça, c'est quelque chose pareil, je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça. C'est un matin, je me suis réveillée, je me suis dit: «Fallait que je le fasse». Alors à l'époque, j'arrivais pas à définir de pourquoi et le comment, mais en fait, aujourd'hui, je le sais, c'était mon intuition. C'était le moment, il y avait absolument aucune raison ce jour-là, et j'ai pris le téléphone et 2 mois après, on était, au rendez-vous, dans mon centre. D'accord. Comment ça s'est passé alors avec ce nouveau gynécologue spécialisé cette fois? Alors, on a eu la chance avec, ce premier médecin d'avoir, été très bien accompagné, au début, puisque, bon, déjà, elle était très pédagogue, donc voilà, bien nous expliquer, en quoi consistait la PMA, quelles étaient toutes les solutions qu'il pouvait éventuellement nous apporter, enfin les aides, enfin absolument tout, donc avec des dessins, tout ça, donc c'était vraiment, c'était chouette, on a passé un bon moment, en fait. Elle avait repris, tous nos examens aussi, pareil, elle avait confirmé que tout était OK. Elle m'avait quand même demandé de refaire, une ou 2 petites sérologies, juste pour, contrôler et vérifier, et puis après, bah, elle s'est lancée à nous proposer, ce qu'elle comptait éventuellement faire pour nous. Donc moi au départ, en plus, dans mon idée, j'allais prendre, un traitement hormonal, mais par cachet. Avant le rendez-vous, j'avais un petit peu regardé ce qui serait Oui, éventuellement proposé. forcément. Donc beh, j'avais vu qu'il y avait ce système-là, donc je m'étais dit: «Beh, ça peut peut-être me convenir du coup», et en fait Ouais, pas du tout. Elle nous a tout de suite proposé, de faire des stimulations, mais avec les injections. d'accord. Donc les fameuses stimulations ovariennes, donc Mmh. nous en faire quelques séries, après enchaîner avec, des inséminations pour finir sur des FIV si ça ne donnait rien. D'accord. Voilà, donc alors moi j'étais très contente dans le sens, pas par rapport au traitement, mais par rapport à avoir l'impression que du coup, je donnais dans les mains tout un poids que j'avais en fait durant plusieurs mois, et enfin on allait pouvoir, m'aider, m'accompagner, dans ces essais-là, et je me sentais vraiment soulagée. Ouais. Donc voilà, on a abordé, on en a fait 4 en tout, des stimulations. On a abordé ces stimulations, la première assez positive, assez comique aussi, puisque, c'était nouveau, donc les Mmh. piqûres, tout ça, c'était atypique. Mais ça s'est vraiment très bien passé. Mon mari, dès le départ, a tenu à, c'est lui qui me faisait mes injections, il avait vraiment tenu à participer à ça, et voilà, on avait créé notre petit moment un peu, propre à Rituel. ça, donc voilà, petit rituel, donc c'était plutôt chouette, d'une certaine façon, et puis passer la première stimulation qui n'avait rien donné, et qui avait été, assez concluante par rapport au traitement en lui-même, puisque, effectivement, bon, ça avait bien développé mes follicules, mais apparemment, il semblerait que j'avais déjà, une bonne stimulation à la base, donc bon, c'était bien, c'était positif. Une bonne réponse, tu veux dire? Ouais, tu Oui, répondais assez facilement au oui, traitement? Mmh. voilà. OK. Pas d'effet particulier. Bon, forcément les effets, les nausées, les vertiges, ce genre de choses, mais pas de voilà,
rien de méchant. On avait fait après une petite pause, on a relancé, une 2e stimulation, pareil, même résultat, il y avait 2 follicules, je crois mais ça n'a rien donné et puis, arrivé à ce stade-là, mon mari commençait un peu à douter. Il commençait à me dire: «Mais est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Je te pique, mais voilà, enfin, il se passe rien en fait», donc bon, je le sentais un peu dubitatif. Lui, c'est vrai que dès le début, quasiment, il a été dubitatif par ce protocole-là. On a Ouais. quand même fait une 3e, donc alors qui s'est bien passé, mais au moment à l'arrivée de mes règles, j'ai eu en fait, j'avais pas vraiment de règles. Enfin, c'était assez étrange, j'avais des pertes de sang, c'était pas vraiment des règles et j'ai eu de très, 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 très violentes douleurs, une nuit en fait, voilà. J'étais, je crois, à 2 jours de retard, quelque chose comme ça et le lendemain, en fait, j'étais comme, anesthésiée du bas-ventre, quoi. Ça m'avait, enfin, vraiment, j'avais eu très, très mal donc tout de suite, j'ai pensé, au traitement. Je me suis dit: «Mince, il y a quelque chose qui a déconné». Donc de toute façon, je devais reprendre le rendez-vous au centre pour relancer, éventuellement, un nouveau protocole, et à ce moment-là, j'ai parlé de mes douleurs. Donc on m'a juste expliqué qu'on allait en reparler au rendez-vous avec le médecin et lors de ce rendez-vous, en fait, alors, c'est là où ça a été un peu, «la catastrophe» pour nous, entre guillemets, hein. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai expliqué ce qui s'était passé à mon médecin, elle l'a pris un petit peu à la légère, en fait, en me disant: «Bah, écoutez, ça peut être soit un kyste, qui s'est résorbé, puisque ça arrive, sous Ouais. stimulation, soit ça peut être une fausse couche, mais alors vraiment, là, c'est voilà, c'est très, très précoce, quoi». Et là, je lui ai demandé: «Mais comment le savoir?» Donc elle m'a dit: «Bah, là, non, on le saura jamais, en fait». Donc voilà, elle m'avait fait une écho pelvienne pour voir si tout était OK, mais voilà, ça c'est resté là et elle a enchaîné tout de suite avec, «Allez, on repart sur une stimulation». Et à ce moment-là, mon mari, il a pris un petit peu la main, je sentais, le fait qu'elle ait pas forcément considéré, mes propos et aussi ma Bah, ouais. j'étais pas bien, quoi. Donc là, en fait, il lui a dit que, clairement, on songeait peut-être à arrêter ces stimulations, qu'on comprenait pas forcément le sens à tout ça puisque, effectivement, je répondais très bien, mais ça faisait la quatrième, enfin, on rentrait sur la 4e et il y avait toujours rien. Donc, est-ce qu'il était pas temps aussi qu'on passe à autre chose? Mmh mh. Moi, j'étais, je crois, dans ma 32e année, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, là, c'est vrai qu'on avait un petit peu envie d'avancer, de mettre un petit coup d'accélérateur. Et à ce moment-là, quand, elle a vu mon mari réagir comme ça, elle lui a dit: «Bah, écoutez, je vous propose de refaire une dernière là et puis après on enchaîne avec les inséminations». Donc on a tenté cette 4e stimulation que j'ai vécue avec, beaucoup de distance puisque j'en oubliais même des fois de faire mes piqûres. Enfin, voilà, j'avais quand même mon rappel Ouais. sur le téléphone, mais alors, je zappais complètement. Donc là, je me suis dit: «Déjà, c'est un signe». Et en fait, quand on est sortis de ce rendez-vous-là, quand j'ai parlé à mon mari de ce qu'il pensait des inséminations, il m'a dit: «Écoute, on va faire la stimulation et après on voit». Voilà, Ouais. fallait peut-être faire une petite pause, Ouais. prendre un peu de recul. Donc c'est ce qu'on a fait à la suite de cette stimulation qui s'est bien passée aussi, mais ça n'a rien donné. Donc on s'est dit: «On fait une pause de 3-4 mois et on voit. On avisera ce qui se passera». Comment vous avez vécu justement, dans votre couple, l'entrée en PMA et puis, les stimulations, ça veut dire, rapport programmé aussi? On va dire, on en a un peu rigolé au début. Il vaut mieux. Voilà, mais après, au bout d'un moment, en plus, nous, c'est vrai qu'on est un couple, on fait partie un peu de ces couples on est spontanés, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'on peut, voilà, je vais rentrer du boulot un soir, je vais dire: «Allez, on part en week-end, un petit peu à Ouais. l'improviste», voilà, on se fait, on invite des potes, c'était pas prévu, Mmh. enfin donc forcément, la PMA qui nous demande, beaucoup de régularité, que ça soit, sur les injections, sur nos rapports, voilà, toutes Mmh. ces choses, ça casse complètement, notre naturel. Voilà, déjà à la base, ça casse complètement, mais c'est vrai que dans notre façon de vivre, dans notre quotidien, Ouais. ça a vraiment plombé. Donc il y a même eu un soir où on s'est retrouvés à dire que on avait presque l'impression d'avoir les médecins dans notre chambre, Ouais. c'était assez fou et c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour laquelle, mon mari, pendant la 4e simulation me disait qu'on allait peut-être, voir après ce qu'il en était, en sous-entendant Ouais. éventuellement une pause parce qu'on avait, je pense aussi beaucoup besoin de se retrouver. Déjà, Ouais. même avant la PMA, même avant de rentrer en PMA, les quelques mois, qui ont précédé, quand j'étais dans cette obsession, ce mal-être et tout ça, déjà à ce moment-là, nos rapports, enfin, ça me fait un peu mal de le dire, mais c'est vrai que nos rapports déjà à ce moment-là, c'était pour faire un bébé et cette spontanéité, ce naturel déjà commençait à se dissiper. Donc la PMA
s'ajoutant à tout ça, ça a été compliqué et c'est vrai que c'est lorsque la 4e stimulation a été faite qu'on s'est retrouvés, entre guillemets «tranquilles». Du coup, on a vraiment tout stoppé avec la PMA, que là, je m'en suis vraiment rendu compte. Parce que moi, je pense que, bah, l'homme et la femme dans un parcours comme ça, forcément, on le vit différemment et bien qu'on soit beaucoup dans la communication, ce qu'on peut ressentir nous en tant que femmes, Mmh. on a envie de tout faire bien, de tout donner parce qu'on se dit: «Le but, il est Mmh. tellement génial que, enfin, autant tout faire et puis après on est tranquille». Oui. Mais voilà, en s'oubliant, en fait, presque. Mais ça, je pense que c'est assez, Totalement, ouais. C'est général, je pense qu'on en est ou toutes là. exactement, mais je pense que on est conçus aussi comme ça quelque part. C'est pas pour rien qu'on doit porter Oui, l'enfant aussi, je pense. tout à fait. Et donc on part pour, 3-4 mois de pause, en fait et durant ces 3-4 mois, alors là, plein de choses se révèlent, je commence à réaliser, bah, comment je m'alimente. Alors en temps normal, je m'alimentais bien, hein, enfin correctement. Mais là, je décide vraiment de voilà, de commencer vraiment à faire, pas forcément attention, mais à prendre conscience de l'importance de bien choisir son alimentation avant tout. Mmh. Donc ça, après s'enchaîne automatiquement, bah, assez naturellement d'ailleurs aussi, mais bah, les produits que je peux utiliser pour mon corps, pour ma maison, regarder ces fameux perturbateurs endocriniens, regarder ça un peu plus près puisque je m'étais jamais vraiment intéressée non plus et s'enchaîne voilà toute une série comme ça de petites choses où je me dis: «Bah, maintenant que j'ai du temps pour moi, j'ai plus trop à penser ça. Je sais que la PMA, on pourra éventuellement y revenir, donc là, je peux mettre une parenthèse sur tout ce projet et maintenant me consacrer à moi», donc chose que je ne faisais plus et retrouver mon couple. Donc au final, bah, ces 3-4 mois de pause, ça a duré 1 an. Au final, on a tout stoppé pendant 1 an entier, où bah, là, on a retrouvé notre légèreté, notre spontanéité et on a clôturé cette année-là par un super voyage et on s'est dit: «Maintenant, on profite à fond» et au retour du voyage, on s'y remet, quoi. On avait vraiment envie D'accord. d'y repartir. Et toi, tu as réussi à pas retomber dans cette obsession, ce besoin viscéral? Non. Par contre, j'avais fait quelque chose, c'est-à-dire que moi jusqu'à là, les tests d'ovulation, j'en faisais pas, j'en avais jamais fait. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que durant cette année-là, donc pareil, c'est là aussi où j'ai commencé à me lancer dans le yoga, j'ai commencé à découvrir la sophrologie et cetera et cetera. Et petit à petit, il y avait des petits signes comme ça qui je sais pas, enfin des petites choses comme ça qui clignotaient et voilà, toujours en lien avec ces fameux tests d'ovulation. C'est des personnes qui m'en parlaient, mais voilà, toujours assez, pas forcément directement, «Il faut que tu fasses un test d'ovulation», mais voilà, qui insinuaient des choses. Donc j'ai fini par le faire et en fait, je me suis rendu compte j'ai repris puisque j'ai une application dans laquelle, je notais, quand je faisais la piqûre au Vitrel pour, déclencher l'ovulation quand j'étais en stimulation. J'ai Mmh. repris un peu ces données-là pour voir plus ou moins parce que même sous stimulation, en fait, j'ovulais, bah, tardivement, enfin vers J17, J18. Donc D'accord. je me suis dit: «Ça peut être intéressant maintenant que ça faisait plusieurs mois que j'avais arrêté les traitements, de voir un peu où en était mon cycle» et je me suis rendu compte par ces tests que j'ai fait, je crois, sur 3 ou 4 mois, qu'en fait, j'ovulais, bah, pareil que lorsque j'étais sous stimulation avec les hormones. D'accord. Donc là, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant parce que du coup, on m'a fait faire quelque chose, mais apparemment naturellement, je le fais aussi bien». Donc là, je me suis dit: «Je me le mets dans un petit coin de la tête et puis on verra quand on reprendra, les rendez-vous, pour en parler». Donc là, pour la reprise, par contre de la PMA, on a décidé de changer de médecin, que j'avais eu lors de plusieurs rendez-vous de contrôle et qui était vraiment, enfin, on avait, voilà, un feeling et je l'aime voilà, je l'aime beaucoup. Mmh. Donc on a repris tout l'historique avec elle. Donc je lui parle de ce fameux test d'ovulation que j'ai fait. Donc effectivement, elle me dit qu'effectivement c'est un peu étonnant de voilà, de m'avoir en gros laissé dans une stimulation ovarienne simple, sans trop chercher plus loin, à savoir que, bah, au final, je stimule bien et j'ovule bien. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'au moment où on était rentrés en PMA, au tout début, mon mari avait dû faire un examen. Il avait des gènes en fait, enfin des petites douleurs, rien de grave, mais au début de la PMA, quand on en avait parlé, le médecin nous avait dit à l'époque: «Bah, vous pouvez faire un examen quand même, on ne sait jamais», et il avait été décelé une varicocèle, mais vraiment, apparemment, ça ne prétendait pas, un problème, de fertilité. Et quand notre nouveau médecin, du coup, a repris tous ces examens et a repris notamment cet examen, là de mon mari, elle nous disait: «Effectivement, ça a pas l'air, d'être, mais il faut quand même s'y pencher.
c'est quand même, ça peut être un sujet, à creuser. Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ce que c'est qu'une varicocèle? Alors en fait, c'est une veine qui est, située au niveau, de l'appareil génital, de l'homme et en Mmh. fait, le souci c'est que, bah, la veine, ça chauffe et au contact, les spermatozoïdes au contact de la veine, bah, forcément alors peuvent s'épuiser j'imagine, là je je parle avec des mots simples parce que les mots scientifiques c'est bien trop compliqué. Donc les spermatozoïdes peuvent s'épuiser, perdre en qualité. Donc voilà, ça peut quand même générer des petits, voilà, des petites baisses, de choses qui est pas forcément nécessaire au moment où on veut faire un bébé. Donc et en fait, pour ça, il faut faire une embolisation pour résoudre ça. Donc en fait, c'est un système, on vient mettre c'est comme un petit ressort en fait pour venir boucher la veine et qui se résorbe, naturellement, au bout d'un moment. D'accord. Donc après voilà, il y a plus du tout ce souci et en parallèle quand même, je m'étais aussi renseignée en termes de risques potentiels, d'éventuelles maladies, et il s'avère que les sujets qui ont, des cancers des testicules, voilà, la plupart ont des fois ces varicocèles. Alors des fois, il y en a, ils ne le savent pas, mais D'accord. voilà, moi je sais que j'avais dit à mon mari, quand j'ai appris, ça, je l'ai appris il y a pas très longtemps et il s'est fait opérer du coup de ça il y a pas très longtemps et voilà. Donc c'était, effectivement, c'était Ouais. plutôt bien de se pencher dessus. Ouais. Donc à ce moment-là, comme on rentrait, dans un nouveau protocole, on partait sur des inséminations avec ce médecin, elle nous a dit: «On va pas, commencer à parler d'embolisation puisqu'en fait, quand a lieu une embolisation, il y a 3 mois de pause, de protocole». Puisqu'en D'accord. fait, dans mon centre, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, quand l'homme se fait une embolisation, ils attendent 3 mois pour après refaire, un MSOM. Mmh. Alors, c'est en fait réétudier en gros les spermatozoïdes, voir un petit peu ce que ça a donné au niveau de l'opération et D'accord. du coup, c'est vrai comme elle nous disait, vu que ça faisait quand même, bah, donc du coup 1 an qu'on avait fait une pause, elle dit: «On va pas, se remettre en pause 3 mois. Maintenant qu'on est C'est motivés, on est sûr. reparti». Donc du coup, elle nous a dit: «Bon, là, si ça vous va, on lance la première insémination sur le prochain cycle et puis, on met ça de côté, quoi. On met ça sous le Mmh. coude, on s'en reparle». Donc on se lance dans ces fameuses inséminations qui étaient déjà un peu plus concrètes pour nous et bah, là, pour le coup, mon mari, je le sentais plus motivé. Il était voilà, pour lui, c'était ouais, c'était beaucoup plus concret donc bah, pareil, le traitement, s'est très bien passé, les inséminations se sont très bien passées. On en a fait 2 en tout, avec une pause, entre les 2 puisqu'en fait, alors on pense que c'est le traitement qui m'a fait développer un polype, dans mon utérus. Donc Ah, suite à la première insémination, donc le médecin s'en est bien sûr très vite rendu compte et c'était je crois 2 jours avant de faire l'insémination, elle me dit: «On va contrôler la taille, ça n'empêchera pas une éventuelle grossesse. Par contre, si jamais, il y a une grossesse qui prend, ce polype, pourrait être un peu embêtant pour la grossesse, d'accord. puisqu'il était quand OK. même mal situé. Donc quelque part, quand, bah, le retour a été négatif, j'étais pas très déçue, en fait, parce que je me suis dit: «C'est pour vivre une grossesse avec une épée de Damoclès, pendant 9 Mmh. mois, non, en fait, c'est Ouais. non». Donc encore une fois, là, j'ai vraiment, j'ai pris davantage confiance en la nature, hein, chose que déjà je faisais depuis quelque temps et là, je me suis voilà, c'est une bonne Mmh. chose malgré tout. Donc je me suis fait, opérer de ce polype et on a pratiqué une hystéroscopie en même temps, Oui. le gynécologue en avait profité pour contrôler. Donc tout allait bien, tout est bien parti et donc le mois suivant, on a lancé la deuxième insémination D'accord. et en fait, cette deuxième insémination n'a rien donné non plus. Mais alors étonnamment, comme je dis souvent, ça a été négatif, sur le papier mais très positif pour moi. Parce qu'en fait, ce mois-là, j'ai réalisé quelque chose, je crois, d'énorme et qui, du coup, a changé beaucoup de choses depuis. Je faisais mes séances de sophrologie habituelles et un jour, je suis arrivée à ma séance en expliquant à ma sophrologue que je me sentais fatiguée d'être dans ce parcours, d'être dans ce Mmh. projet et qu'en fait, je prenais tout simplement conscience que depuis, à ce moment-là, ça faisait du coup presque, bah, ça faisait 4 ans déjà. Tout ce que je faisais, tout ce que j'entreprenais, tous les choix que je faisais dans ma vie, pour tout, je le faisais pour avoir un enfant dans le but de tomber enceinte et que par ce biais-là, je m'étais complètement mise de côté, mais à tel point que, bah, je m'oubliais, quoi.
complètement. Ouais. Donc en fait, c'est tout simplement en me remémorant les raisons pour lesquelles, par exemple, je m'étais lancée dans le yoga. Je me rappelle à l'époque, c'était, donc au début, des stimulations. Donc je m'étais lancée dans le yoga en me disant, «Ça va aider». Et Mmh. puis après, quand j'ai changé un peu mon alimentation, mes produits, tout ça, au départ, c'était surtout dans l'idée de, ça va m'aider et ainsi de suite. Et ce jour-là, ma sophrologue, m'a parlé de lâcher prise et me disait que selon elle, je commençais tout doucement à rentrer dans ce processus. Mmh. Alors que pour moi, en plus, à ce moment-là, le lâcher prise, c'était vraiment symbolique de bonheur, et c'est vrai quand elle me disait ça, moi, j'étais au contraire dans un état, très fatigué, un petit peu, déboussolée et cetera, donc loin de tout ça. Et malgré tout, ça a vraiment, résonné en moi quand elle m'a parlé de ça, et là, je me suis dit: «Waouh, ah ouais, là, c'est cool, c'est intéressant». Et Ouais. du coup, les semaines qui ont suivi, j'étais donc en insémination à ce moment-là. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de recul et je me suis dit: «OK, là, ce qui est important, c'est moi, en fait». Parce que là, aujourd'hui, c'est moi qui existe. Cet enfant, il n'existe pas encore réellement, mais il existe dans ma tête, dans mon cœur d'une certaine façon, Mmh. et que par ce biais-là, il existe. Donc en attendant, il faut aussi que, je vive et que je Ouais. profite. On ne sait pas de quoi demain est fait, et voilà, il est grand temps de, ouais, de revivre, les choses, quoi. Donc là, quand il y a eu ce négatif, donc suite à cette, insémination, j'ai vraiment, malgré tout, voilà, été bien parce que, j'avais réalisé ça, et je me suis dit: «Maintenant, il faut savoir apprendre à se faire confiance véritablement, arrêter d'être pollué par, les conseils en tout genre». Et moi, Mmh. j'allais beaucoup sur des forums, par exemple, et en fait, au bout d'un moment, enfin, j'allais surtout sur un forum, et en fait, au bout d'un moment, je me suis juste rendu compte que ça devenait beaucoup trop anxiogène pour moi. Mmh. Ça m'a beaucoup aidée au début, et en fait, c'était devenu une routine, et puis ça me convenait plus. Ouais. Donc là, j'ai commencé à prendre du recul. J'ai aussi pris du recul parce que comme j'en parlais quand même assez facilement autour de moi, à moi en parler, Ouais. parce qu'il y a quand même aussi ce sentiment, au début, c'est agréable parce que le fait d'en parler, les gens sont au courant, donc il y a aussi une certaine bienveillance par rapport à ça et Mmh. une certaine attention. Mmh. Mais en fait, au bout du compte, pareil, ça devenait un petit peu anxiogène parce que du coup, les gens avec qui j'en parlais savaient, quand je Mmh. faisais des inséminations, par exemple, donc étaient un petit peu à l'affût, et c'était gentil. Mais en Oui. fait, c'était oppressant quelque part. Ouais. Indirectement, c'était oppressant, et puis voilà, c'est vrai que ça nous caractérise aussi un petit peu avec mon mari. On est un couple, on aime être un peu discret. Après, on n'a pratiquement pas de tabou avec les gens, mais voilà. Là, je commençais à faire le choix inverse, à reprendre un petit peu en main cette intimité-là, et à nous préserver. Donc là, s'en est suivi 2 mois, de vacances, de pauses intenses, on a profité, on savait pas trop quand est-ce qu'on allait repartir sur la PMA. Bon, on savait qu'à la rentrée, on aurait notre rendez-vous, mais voilà, on savait pas si on repartait sur une insémination ou quoi. On s'est dit: «On se fait confiance et on verra». Et Mmh. donc au retour des congés, notre médecin nous propose de faire une FIV, donc la fameuse FIV où, 3 ans avant, c'était même pas, concevable Ouais. d'imaginer ça. Ouais. Mais là, ouais, là, je me suis dit: «Allez, on tente tout». Et donc là, elle nous parle de FIV ICSI. Ah, d'accord. Voilà, directement, parce qu'en fait, elle nous disait, elle, c'était plus par rapport au fait que, voilà, ça commençait un peu à tarder tout ça. Pourquoi pas donner un petit coup de plus, encore plus, voilà, D'accord. par rapport à ce biais-là. OK. Maximiser les chances, quoi. Exactement. Donc du coup, là, au départ, elle nous expliquait que le processus pour commencer le protocole pouvait être un petit peu long, puisque dans mon centre, ils nous obligent à avoir un psychologue, tous les 2 pour une séance. On avait la D'accord. réunion d'information, on avait le rendez-vous avec l'anesthésiste, oui, non, le biologiste et l'anesthésiste, je crois. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin bon, voilà, il y avait quand même toute une C'est série déjà de bien. rendez-vous, voilà. Et en fait, les choses ont bien été faites puisqu'elle a fait en sorte de nous prendre les rendez-vous. Nous, on a juste eu à prendre le rendez-vous psy. Et en fait, tous les autres rendez-vous, elle a réussi à caler, plus ou moins, enchaînés. D'accord. Alors soit dans la Ah, même c'est cool. semaine, ou semaines consécutives. Donc voilà. Du coup, en un mois, tout était plié.
Donc en septembre, on D'accord. a eu ce rendez-vous. En octobre, on a fait tous les rendez-vous. Et en novembre, on partait sur la FIV. D'accord. Et en quoi consiste le rendez-vous avec le psychologue? Parce que je sais que dans certains centres, en fait, il n'y a pas ce type de rendez-vous. Ouais, Par exemple, moi, j'en ai jamais eu. ouais. Et du coup, est-ce que ça vous a été utile? Alors, nous, on est partis au départ, alors mon mari, très cool, hein, enfin, bon, bah, faire un rendez-vous psy, on le fait, quoi, hein, voilà. Ouais. Moi, j'étais plus, en plus, bon, moi, je connais des psys, enfin, j'ai déjà fait des thérapies, tout ça, donc Mmh je mh. je connais, mais là, je me disais, ça m'interpellait. Je me disais: «Mais pourquoi? Enfin, c'est bon, enfin, on est quand même en PMA depuis 2017 maintenant, Ouais, pourquoi ils nous obligent à faire, et en vérité, je dois dire que ce rendez-vous a été, génial parce que, ouais. bah, on est tous les 2. Le psy en Mmh. lui-même était top, on a eu un super feeling et c'est vrai que d'entendre l'autre répondre Ouais, à des questions, alors comme je le dis, c'est vrai qu'en couple, on communique, on est habitué à communiquer, on des fois même, je pense qu'on se comprend, ouais, on se comprend sans même dire les choses, oui. quoi. Et Mmh. c'est vrai que dans un parcours comme ça, même si on en parle beaucoup dans le couple, il y a des choses où il y a des questions, par exemple, auxquelles on va pas forcément penser parce que ça nous paraît évident. Ouais, Et le psy, lui, les pose ces questions et ouais. les réponses, le fait d'entendre ces réponses, par son conjoint, Mmh. oui, moi, ça m'a vraiment pris aux tripes. Il y a certaines Ouais, choses, qui ont été dites et qui m'ont époustouflée, dont je m'attendais pas. Je pouvais douter ou pas forcément, mais de les avoir entendues waouh, et m'a donné, je pense, aussi une puissance supplémentaire dans le protocole qui nous attendait finalement. Parce ouais. que je me mettais aussi une certaine pression, même indirectement, je me mettais aussi une certaine pression pour mon mari parce que j'avais vraiment envie de lui faire un enfant. Donc, à un moment donné, c'était aussi de me dire: «Attends, faire un enfant à l'autre, c'est une chose, mais il y a aussi toi». Et Mmh. c'est vrai que même si ça, bien sûr, j'en avais conscience, voilà, le fait d'avoir verbalisé toutes ces choses, waouh, c'était cool, vraiment top. Donc ça, ouais, c'est au sans regret aucun. Et c'est vrai que si on a l'opportunité de le faire, faut y aller, avec, cet esprit de se dire qu'on peut ressortir de là, avec de très belles choses Ouais. dans la tête Faut et dans le pas cœur, quoi. appréhender, ce genre de rendez-vous, ouais. Ouais, tout à fait. Donc en plus, c'est très axé, hein, sur la PMA, les protocoles. Donc voilà, il y a pas forcément question de parler de son Oui. passé, des choses comme ça. On est libre de le Oui, faire, parce que mais de toute voilà. façon, c'est qu'un seul rendez-vous au final, donc Tout c'est à quand fait, même oui. très, Ouais. OK. Donc voilà, donc après, bah, on se lance dans cette fameuse, FIV, ICSI. Tout va super bien, tout se passe super bien. Le protocole, je le vis très bien. Je me fais moi-même certaines piqûres d'ailleurs. Je commence à ça y est, à prendre la main un peu sur ça, et puis, voilà, pendant tout ce protocole-là, il y a eu plein de petits signes, encore une fois, voilà, qui apparaissent un peu tout le long et voilà, qui me fait que confirmer que ça se passe bien. Le jour de la ponction, donc je devais être dans une chambre double, finalement je suis dans une chambre individuelle et là je me dis: «Ouais, Mmh. c'est le pompon quoi!» Super. Là, c'est le top du top, donc on va profiter jusqu'au bout. Et puis, Bah, ouais. j'avais la chance aussi que ça soit mon médecin qui me fasse la ponction, donc j'étais très rassurée, très contente. Donc moi, je l'ai fait en anesthésie générale parce que je suis quand même Mmh. très douillette et comme je disais, très cérébrale, donc voilà, vaut mieux que je sois endormie. Ouais. Et puis, voilà, ça s'est super bien passé et donc à la suite de cette ponction, ils avaient ponctionné, 11 ovocytes. Il y en avait 9 matures et ils ont eu 4 embryons. Donc, D'accord. quand le médecin nous a fait le compte rendu des ovocytes prélevés, nous a annoncé que normalement on devrait avoir un transfert, 3 jours après, qu'il nous tenait au courant, qu'il fallait qu'on s'y prépare et qu'on ne vienne pas seulement si on a l'appel, du biologiste pour nous dire que, bah, les embryons n'ont pas tenu et qu'il y aura pas de transfert. Donc, Ouais. voilà, donc on part de là. Bah, j'ai très bien vécu la préponction aussi. Il y a pas eu Ouais. de douleur particulière, Super. enfin vraiment j'étais très bien. Et puis, donc 3 jours après, beh, on part pour notre transfert. Donc ça se passe très bien aussi. Le médecin nous explique, rapidement que c'est un bel embryon et cetera. Bon, je pose vraiment pas plus de questions. Du coup, les 4 ont été évolués ou il en restait qu'un? Alors, donc à ce stade-là, ils étaient à J3 du J3? coup, donc ils Ouais. étaient tous, toujours bien là. Ils ont mis Super. les autres en culture et donc ils m'en ont transféré un. Ouais. Et beh, pour les autres, du coup, non, ils ont pas, en fait, ils se sont tous arrêtés en même temps, bah, ce jour-là.
Le jour où on m'a fait D'accord, le transfert, OK. les 3 autres, ont arrêté d'évoluer complètement. Mmh, Donc voilà, OK. c'était le seul, quoi. C'était le survivant. Voilà. Donc du coup, le transfert se passe bien et puis là, sur conseil du médecin qui nous avait bien dit, surtout, voilà: «Vous reprenez votre vie normale, hein». Et puis, à ce moment-là, à ce stade-là, j'avais quand même déjà dans mon entourage aussi, pas mal de copines qui étaient passées aussi par là, donc je connaissais quoi. Enfin voilà, on m'avait beaucoup D'accord, dit: «Allez, prends pas la tête, pense à toi, fais-toi plaisir». Et donc voilà, donc pendant une semaine, j'étais bien, j'étais contente, moi je faisais un peu comme les Américaines, enceinte, jusqu'à preuve du contraire, donc super, ça ouais. y est, j'avais déjà quelque chose, Tu couvais? j'étais entendue, voilà, tout à fait. Et puis une semaine après le transfert, j'ai eu des pertes de sang. Donc là, je D'accord, me suis dit: «Bon, ça a pas marché, ça a pas tenu», donc j'appelle, le biologiste qui m'explique, enfin, il m'a parlé donc de mes autres embryons, ils étaient un peu surpris, de apparemment de la qualité de mes embryons d'accord. et des ovocytes qui avaient été récoltés, donc voilà, bon en fait pour tout avouer, il me parlait mais en vérité je me rappelle pas parce que je commençais à pleurer vraiment. J'écoutais plus trop ce qu'il disait parce qu'en fait il y Bah, oui. a autant je tenais super bien et autant au moment où il a commencé à me parler, alors là, c'est parti, dans tous les sens. Ouais, Et donc à l'issue, de notre conversation, il me dit: «Par contre la prise de sang», donc on était un vendredi et il me dit: «Faites-la lundi». Je devais la faire le mercredi normalement. Il m'a dit: «Faites-la lundi parce que de toute façon le d'accord. centre aura besoin, de la prise de sang pour, Oui. le négatif». Mmh. Donc OK, bon je passe un week-end, horrible et puis le Bah, ouais. lundi, je vais faire cette prise de sang. Le lundi soir, donc je perdais toujours un peu de sang, donc moi j'assimilais ça à mes règles bien sûr et le soir je reçois les résultats et c'était ni négatif ni positif. J'étais sur le truc, le créneau à contrôler. Je crois que c'était, D'accord, 8-9, quelque chose comme ça, mais vraiment enfin du coup d'accord, pas grand-chose. OK. C'était Voilà, donc là tout de suite je me dis: «Bon, positif ça a pris, négatif ça a pas ouais, tenu, mais ça a pris quoi». Donc c'est cool, j'étais ouais. super contente, ça m'a remonté à bloc, et le lendemain, j'appelle quand même, le centre pour leur demander ce qu'il fallait que je fasse et là, ils me disent: «Bah, écoutez, effectivement, il y a dû y avoir une accroche, ça a pas tenu. Donc bah, écoutez, par sécurité, on refait une prise de sang le lendemain et on voit». Et le lendemain, je fais la prise de sang, elle augmente. Donc Bon. bon, bah, là, je comprends plus. Donc là, tout Mmh. de suite, j'ai peur d'une grossesse extra-utérine ou ce genre de truc. Ouais, ouais, ouais. Forcément. Donc bon, là, je me dis: «Bon, bah, je rappelle le centre le lendemain, je leur explique» et là, la secrétaire me parle de règles anniversaires. Elle me dit: «Voilà, ça peut arriver, d'autant que vous avez eu donc ces pertes de sang vraiment au moment où normalement vous auriez dû avoir vos règles, donc ça correspond bien». Elle m'explique qu'elle a déjà vu ce cas et que pour autant les grossesses, ont bien évolué et cetera, qu'il fallait du coup qu'on contrôle parce que les taux restaient quand même bas par rapport à la phase où j'en étais donc OK, très bien, mais en fait, en toute sincérité, à ce moment-là, je savais que quelque chose n'allait pas, quoi. Là, D'accord, quand tu on t'es me pas dit, emballée pour autant, ouais. j'ai pas du tout pu m'emballer pendant toute cette période parce qu'en fait, je sentais vraiment, vraiment que quelque chose n'allait pas. Ouais, Donc le lendemain, je refais une prise de sang, de nouveau elle augmente. Donc là, je rappelle, et là, en fait, le taux, ouais, avait augmenté, mais voilà, c'était pas top. pas assez. Et là, en Mmh. fait, donc on m'explique qu'il fallait refaire la prise de sang. Je décide quand même d'appeler le biologiste là pour, avoir un peu plus d'infos et là, en fait, il m'explique, que selon lui, il me dit: «C'est une grossesse non évolutive, et que ça va s'arrêter, mais on sait pas quand». OK. Donc là, on arrive sur le week-end, bon, je sais vraiment pas trop quoi penser et là, je me dis: «Allez», j'avais un test de grossesse, je me dis: «Allez, fais le test de grossesse, il sera forcément positif, mais du coup, ça serait cool d'en voir un positif, quoi». Ouais. Donc voilà, je l'ai fait, j'étais contente, c'était un dimanche, je me rappelle et je me suis dit: «Quoi qu'il arrivera demain, aujourd'hui, c'est positif, Voilà, aujourd'hui, je vis le truc ouais, et au moins j'aurais vécu une journée, quoi». Voilà, même si d'accord. bon. Et le lendemain, de nouveau des pertes de sang, donc je vais faire ma prise de sang. Donc je reçois les résultats, ça avait un peu augmenté, mais clairement pas doublé. Donc là, j'appelle mon centre et bon, j'ai une personne un peu rustre au téléphone qui m'a tout simplement demandé où je me trouvais. Donc j'étais sur mon lieu de travail et elle m'a dit: «Bah écoutez, vous allez faire une fausse couche, enfin vous êtes en train de Ah faire une oui, fausse couche, donc vous allez, d'accord. pas être forcément bien». OK.
Bon, bah, voyez ce que vous pouvez faire. En gros, rentrez chez moi ou voilà, j'imagine bien. Donc bon, je raccroche. Bon, bah, là, je m'effondre. Voilà, Ouais, j'imagine. voilà. Il y a tout qui passe. Même si, bon, je le sentais pas, mais bon, voilà, il y a quand même, après 4 ans, plus de 4 ans, ouais, c'était pas cool. Mmh. Donc là, je décide vraiment en parler à une petite poignée de personnes autour de moi, qui m'est chère. Mon mari, bien sûr, est au courant, ça lui fait un coup aussi malgré tout, même si bon, bah, il réalisait encore moins que moi puisque comme il me disait, avec, les résultats sanguins, à chaque fois, il me disait: «C'est que des chiffres, hein, c'est vrai que tant que je te verrai pas, Ouais, enceinte avec un ventre rond, voire même, d'ici l'accouchement, c'est compliqué de le réaliser». Donc voilà, à la suite de ça, quelques semaines après, rendez-vous avec, mon médecin de la PMA, donc pour éventuellement, recaler, refixer une nouvelle FIV. tu refait, quand même une prise de sang pour vérifier, que Oui, les taux étaient alors redescendus? oui, bah, Mmh. d'ailleurs, à ce sujet, donc quand j'ai refait cette fameuse prise de sang, donc suite à cette journée où j'ai fait cette fausse couche, c'était un lundi, j'ai refait la prise de sang, je crois que c'était un vendredi, donc voilà, bien plus tard après et ça avait augmenté, en fait. Le taux était Non. encore plus élevé que la précédente, alors clairement, pas beaucoup, mais Oui. il avait augmenté, je vais dire, je sais plus, je sais pas si j'étais pas 300 ou Ah quand même? 280, 300, enfin Ouais, voilà, ça avait augmenté. d'accord. Et d'ailleurs, oui, à ce jour-là, j'étais en colère quand j'ai dit ça, j'ai dit: «Mais on se fiche de moi, c'est C'est pas clair, logique, quoi. la Ça se trouve, on blague. m'a dit des cracks». Bah ouais, non mais c'est clair, Mais tu as bon, je toujours un savais espoir, que forcément. mais oui et mais là, j'étais vraiment en colère, quoi, vraiment. Je me dis: «Mais c'est dingue» et donc j'appelle, on me dit, effectivement, c'est étrange. Donc on me reçoit entre 2 rendez-vous et en fait, effectivement, il y avait vraiment plus rien. J'étais déjà en D'accord. train de reproduire des follicules et notre médecin, à ce moment-là, à la PMA, nous explique qu'en fait, il faut 8 jours, au corps pour, Pour évacuer le bêta-HCG? voilà, D'accord, exactement. Il faut 8 jours, enfin, grosso modo 8 jours après une fausse couche, raison d'accord, pour laquelle, ce taux-là et du coup, on m'en a refait faire une, je crois 5 jours après et effectivement d'accord. là, ça a baissé. Donc OK. mais ouais, ça a été, moi de toute façon, je fais jamais les choses à moitié en général, donc là, voilà, on était dedans. Et donc lors du rendez-vous, on propose éventuellement de refixer la FIV. Notre médecin nous reparle de la varicocèle de mon mari à ce moment-là et Ouais. nous suggère éventuellement de faire cette fameuse embolisation qui allait nous imposer 3 mois de pause. Voilà, donc en fait, instantanément, mon mari a été favorable à cette proposition, donc là, bah, j'ai pas contredit. Sur le coup, bon, je me suis dit: «Mince, faut encore attendre 3 mois», tout ça Ouais, bah et ouais, puis après coup, forcément. je me suis dit: «On n'est plus à ça, en fait, on n'est clairement plus à ça». C'était à quelle période ça? Là, c'était juste avant Noël, 2019. D'accord. Voilà, donc là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, voilà, on venait quand même de vivre quelque chose de franchement pas cool, même C'est si, ça. voilà, c'est vrai que ça reste une fausse couche quand même précoce, mais malgré tout, voilà, ça reste aussi il y a eu les traitements derrière avant ça, la fatigue, l'espoir et Mmh. cetera, donc là, il y avait aussi peut-être, encore une fois, à ce moment-là, je me suis dit: «Il faut faire confiance à la vie». Besoin de digérer, ouais. Voilà. Donc on lance ça, on lance, cette histoire d'opération et moi, en fait, en janvier, j'ai des déclics qui commencent à arriver dans mon esprit et je commence à me rendre compte que, ben, finalement, je crois que j'ai vraiment une forte intuition. Je repense à beaucoup de choses les années précédentes et je me dis, en fait, à chaque fois que j'ai pris des décisions par rapport à mon intuition et pas par rapport à ce qu'on attendait de moi, ça a toujours super bien fonctionné Mmh. et donc à ce moment-là, en fait, je me dis: «Ben, cette année, à partir de maintenant, je décide de vivre par mon intuition». Voilà, de me faire confiance Super. jusqu'au bout et de commencer à me dire: «Maintenant, tu sais que rien n'est un hasard, tu y crois, Mmh. tu crois en toi, tu crois en ton couple. Maintenant, tu crois aussi en cette, donc en cette intuition, à ce qu'on appelle intuition, mais du coup, s'ensuit forcément, bah, je commence à m'intéresser un peu à la loi de l'attraction, je commence à Mmh. m'intéresser un peu à tout cet univers, à la lithothérapie aussi, que Mmh. j'avais un petit peu déjà, regardé avant, mais pas sérieusement. Là, je m'y suis un petit peu plus penchée. Je m'intéresse à la numérologie, mais sans pour autant essayer de trouver un sens à ça, mais juste parce qu'en fait, je me rends compte que, bah, tout ce qui n'est pas forcément explicable, m'intrigue énormément, m'intéresse Ouais. encore plus que le reste et là, je me suis dit: «Il y a peut-être quelque chose à déceler là-dedans». En parallèle de ça, bah, des choix des projets de vie qui commencent à éclore aussi, des choses où je pensais même pas qu'un jour je
je pourrais avoir l'audace peut-être de croire en ces choses en moi, en fait, hein, que ça soit Ouais. sur l'aspect professionnel, personnel et cetera. Donc c'est plutôt excitant, c'est complètement flou. Quand je regarde un peu la vie, qu'on a devant nous, je me dis: «Mais là, tout est un peu flou», mais c'est ça qui est Mmh. chouette, en fait. C'est d'être, de casser un peu, bah, toutes ces fausses croyances, c'est c voilà, la société nous impose à nous mettre dans des cases et non, en fait, Mmh. non, je lutte maintenant, je veux plus de ça. Mmh. Et je lutterai pas pour avoir cet enfant, mais je veux lutter pour qu'on me voie telle que je suis moi et pas comme voilà, encore une fois, on aimerait que je sois. Hem, donc c'est plutôt une belle prise de conscience à ce moment-là et donc au moment de on arrive avec tout ça qui se passe, on arrive tout doucement sur, le moment où mon mari doit se faire opérer, sauf que, bah, son chirurgien a un petit souci, il doit annuler. Donc à ce moment-là, mon mari d'ailleurs, je crois, était presque plus déçu que moi quand il me l'a annoncé, donc ça m'a fait sourire parce que je me suis dit: «Waouh, ouais, je suis même» enfin, je suis pas déçue, je vais pas j'étais pas déçue, mais tout de suite, je me suis dit: «Bah, c'est que ça doit arriver comme ça. Ouais. Voilà, faut pas forcer, on sait pas ce qui peut arriver». L'opération est reportée forcément pendant, bah, le confinement Sûr. qui n'était pas prévu. Donc là, de nouveau, je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est clairement pas le moment, c'est comme ça, c'est pas grave», Mmh. et puis bon, bah, il a fini par la faire quand même. Après le confinement, du coup? Voilà, après Ouais, 1 mois après le d'accord. déconfinement, il a pu la faire. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que je pense que lui-même, que ça soit consciemment ou inconsciemment, ça le Oui, libère de quelque chose aussi. forcément, ouais. Donc suite à ça, mon médecin de la PMA nous avait proposé de nous relancer sur une nouvelle FIV, après ces fameux 3 mois, après l'opération, donc d'ici la fin de l'année. Bon, on a dit: «OK, on avisera, on verra, Ouais. on fixe, mais on verra en fait ce qu'on fera». Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis plutôt dans un esprit, j'ai plus trop envie de prévoir les choses, voilà 3-4 mois avant. Mmh. Me laisser porter, par aussi toutes ces prises de conscience que j'ai eues ces derniers temps, et en fait, je me suis surtout rendu compte aussi que cette fausse couche, précoce que j'ai pu faire l'année Mmh. dernière en fin d'année, m'a libérée de beaucoup de choses en fait, choses que j'aurais jamais pu imaginer. M'a libérée déjà du fait que, bah, ça peut m'arriver. J'ai le Ouais. droit d'y croire, j'ai droit à ce bonheur, Mmh. ça arrive. Mais aussi à ce sentiment que, bah, dès le début dans cette histoire de grossesse non évolutive, comme le disait le biologiste, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et à ce moment-là, Mmh. j'ai pris tellement conscience que, bah, ce que je pouvais sentir était plus fort que tout ce qu'on pouvait me dire. Et là, je me suis dit: «C'est génial» et à ce moment-là, j'ai repris, j'ai refait un compte, Instagram, vraiment porté sur, mon parcours un petit peu et Mmh mh. sur, bah, mes pensées du jour, on va dire et par ce compte-là, j'ai recréé tout doucement, un petit environnement de personnes avec qui, enfin, étonnamment, vraiment, je me sens bien. Alors, en fait, je dis ça parce que je compare avec l'expérience que j'ai eue sur les forums où là, c'était Ouais. beaucoup plus large et là, en fait, je me rends compte que même par rapport à ça, je suis en train de prendre une autre posture. Je suis plus trop dans l'échange, à savoir, «Et toi, du coup, la ponction, tu en as eu combien?» Voilà, ce genre de choses. Mais je suis plus dans la volonté, bah, peut-être de soulager, des personnes qui sont dans des états émotionnels que moi j'ai pu être il y a quelques années des gens d'ailleurs à l'époque qui m'ont beaucoup aidée, qui étaient à un stade, beaucoup plus avancé, dans tout ça et aujourd'hui je me dis: Est-ce que c'est pas aussi un petit peu à mon tour? Est-ce que c'est peut-être Mmh. pas aussi de nouveau un petit signe, voilà, Mmh. de la vie pour me dire: «À ton tour aussi de donner un peu de, bah, de ton parcours, de ton vécu, de Mmh. la comment tu as pu, réaliser la force que tu avais». Pas seulement en disant que, bah, oui, tu vis des choses pas rigolotes et voilà, tu étais dans un combat et même ça, j'ai même décidé de changer tous ces termes Mmh. parce que je veux plus être dans ce combat, je veux plus être dans cette lutte, je veux plus Mmh. être, en vouloir à tout le monde, en fait et du coup, maintenant, je parle plus d'espoir, d'aventure, voilà, d'un nouveau voyage et maintenant, j'ai vraiment pris conscience que ce petit être, qui n'est pas encore en moi, il a toutes les chances d'être en moi un jour, à partir du moment où moi, je vais aussi, m'autoriser à être de plus en plus en phase et alignée avec ce que j'ai envie de penser, avec ce que j'ai envie d'être, qui Mmh. j'ai envie d'être, et ça vraiment, pour moi, c'est une très grande nouveauté, Mmh. dans ma vie aujourd'hui, sur beaucoup d'aspects. Toute petite, on m'a toujours accompagnée, aidée, heu,
la plupart du temps, dans l'univers professionnel, beaucoup de choses, ça a été des concours de circonstances. Donc, je vais dire, j'ai jamais eu trop à faire le choix, en fait. Après, forcément, on a toujours le choix mais j'ai, on va dire, choisi forcément la facilité, assez jeune, inconsciemment, parce que c'est quand même plus facile quand quand les choses viennent à nous. Mais en fait, au final, au détriment de ma propre évolution et à savoir, que passé mes 30 ans, je me suis posé cette question: «Mais en fait, qui je suis et qu'est-ce que je veux?» Ouais. Que ça soit dans mon travail, que ça soit, bon, dans ma vie personnelle avec mon mari, ça c'est sûr que ce qu'on a, je le veux et je veux vraiment le préserver au maximum. Mais, par rapport à tout ça, voilà, comment je peux évoluer? J'ai eu un déclic pendant le confinement où je me suis rendu compte qu'à ce jour, avec mon mari, on a passé pratiquement la moitié de notre relation à attendre un enfant. Mmh. Et là, en fait, je me suis tout simplement rendu compte que c'est pas du tout la vie que j'ai envie qu'on ait. Autant j'ai de la force, mais j'aurais pas la force d'être dans une attente perpétuelle comme ça, Ouais. à passer à Mmh. côté de choses, juste incroyables à vivre, et notamment, des grossesses aussi autour de nous, qui continuent à arriver et de pouvoir, profiter de ces instants-là ensemble, Mmh. même si, quoi qu'il arrive, oui, des douleurs, je ressentirai toujours une douleur face à une annonce, quoi qu'il arrive parce que c'est un parcours, on le sait, Oui, qui est un peu sans fin tant que ça n'arrive pas et il faut pas s'en vouloir de ça et ça aussi, j'en ai bien pris sûr. conscience parce que, voilà, cette culpabilité, heu, c'est quelque chose aussi qui a tendance alors quand on rentre dans le parcours PMA, je trouve, davantage, en fait, à nous ça nous handicape beaucoup parce que, en culpabilisant comme on peut le faire, en fait, on se prive, d'accepter ce qu'on peut ressentir, les émotions et tant qu'on et en fait, c'est ça pour moi la règle, c'est pas le lâcher prise, c'est l'acceptation, de la situation, que ça soit, dans le désir d'un enfant, mais dans tout le reste, une personne qui cherche l'amour, Mmh. si à un moment donné, elle n'arrive pas à ce stade d'accepter juste la situation telle qu'elle est et de se dire: «OK, c'est comme ça, maintenant j'avance avec et je vais Mmh. faire en sorte de m'épanouir, pour l'instant seule et l'amour arrivera un jour, pour moi, c'est la base de Ouais. tout et ça prend du temps parce qu'encore une fois, que ça soit, la société, mais aussi comment on s'entoure Mmh. et Tout à c'est vrai fait. que des fois, de nouveau, la culpabilité ressurgit quand on se rend compte que, des fois, on peut être proche de personnes à un moment, l'être un peu moins à un autre moment parce que, on n'est plus alignés et là est la difficulté de mettre peut-être cette distance ou sans pour autant affecter, mais qui est nécessaire. Parce que moi, j'ai un peu le syndrome du du Saint Bernard, quoi. C'est quand quelqu'un va pas bien, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de l'aider. En plus, je fais l'éponge, donc bam, tu te récupères tout le Ouais. toute la colère ou la tristesse et du coup, je pense que ça, c'est pas un mal, mais c'est pas un bien non plus dans Mmh. certains moments de Mmh. notre vie et il faut un moment, se faire violence pour le coup. J'aime pas ça, j'aime pas dire ça, mais là, pour le coup, se faire violence, c'est apprendre à être un peu égoïste, apprendre à penser à soi, à prendre C'est du ça. recul sur les choses et si on a besoin de dire ces choses, de les dire ou de les écrire. Mmh. Tout à fait. C'est ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en œuvre qu'on nous explique pas forcément dans le parcours PMA et puis d'autant plus que dans le parcours PMA, ce que je regrette un petit peu, c'est aussi, alors on parle beaucoup de manque, d'humanité, enfin d'accompagnement humain, Mmh. de bienveillance et tout ça. Après, bon, moi je suis un peu passée outre ça maintenant, mais c'est plus le côté où en fait je remarque et moi-même je l'ai été, quand on rentre dans ce parcours, on se dit: «Si ça marche pas, ça marchera jamais» Ouais. et je crois que c'est la pire des pensées qu'on peut avoir parce qu'en fait, combien d'histoires on entend, de femmes qui, soit on leur a dit un jour: «Vous aurez jamais d'enfants», qui sont tombées enceintes ou qui Mmh. sont dans des parcours PMA, qui arrêtent et plusieurs années elles tombent enceintes. Mmh mh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut surtout pas laisser, cette impression que, parce qu'on fait une démarche dans quelque chose qui est censé nous apporter, un bonheur et il y a plus que ça. Mmh. Et des fois, la solution enfin, c'est pas des fois, c'est toujours la solution, elle est en nous et Mmh. encore une fois, la PMA, comme toutes les autres, techniques, médicales, c'est une aide, c'est un soutien, Tout à fait. mais en aucun cas, c'est le dernier espoir, quoi. Eh ben, bravo. C'est le seul mot qui vient, mais bravo pour tout ce parcours et ce recul sur la situation c'est la meilleure façon justement, comme tu disais au début, de vivre tout ce parcours, le plus sereinement possible Oui. et d'en souffrir le moins possible parce que comme tu disais, ça n'empêche pas la Mmh. tristesse, Mmh. mais ça t'aide à vivre tous les jours et à avancer et à focaliser sur ce qu'il y a de positif dans ta vie aujourd'hui et il y en Mmh. a toujours pour tout le monde.
Et comme tu dis, de pas se retourner sur tout ce parcours quelques années après en se disant c'était ça ma vie en fait. Oui, C'était ça quoi. exactement. Tout était en Ouais. pause, tout était entaché de tristesse, de colère, enfin que des sentiments négatifs c'est normal de ressentir, mais on doit pouvoir aussi ajouter du beau dans tout ça quoi, parce que Tout sinon à fait. on se gâche la vie. Tout à fait et puis aussi des fois, moi j'étais comme ça et je constate, des personnes aussi, bah, qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'au début où ils essayent d'avoir un enfant, il y a ce côté de se dire, «Mais, ça me fait tellement mal de pas tomber enceinte que ça m'en prend aux tripes quoi». Vraiment Ouais. c'est douloureux. Il y a rien mais c'est douloureux et ça c'est quelque chose que j'ai essayé aussi de comprendre. C'est qu'en fait, c'est le désir d'enfant, il faut comprendre que c'est viscéral quoi. Ouais. On est quand même des animaux à la base et en tant que femme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas entendre ça, moi je le dis, c'est que on est là aussi pour procréer quelque part. C'est un peu, je vais pas dire, c'est pas le rôle de notre vie, mais je veux dire, on est conçu pour accueillir la vie. Donc, à partir du moment où le désir naît, où on se lance là-dedans, automatiquement, il est complètement normal et humain que, en plus rapidement après le début des essais, on puisse ressentir peut-être même cette colère envers soi-même, parce que moi aussi j'ai fait partie de ces personnes, bah, quand je voyais, d'ailleurs encore maintenant, quand je vois mes règles arriver, bien sûr, alors aujourd'hui, ça me fait un pincement au cœur, ça peut durer 1 heure ou 2 et puis ça passe, mais avant, ça pouvait durer des jours, en fait Ouais. je m'en voulais énormément et en fait, ça aussi, le regard qu'on a sur soi-même à ce moment-là, c'est important de se dire aussi parce qu'encore une fois, personne n'est là pour nous le dire, mais c'est normal. C'est ça. C'est en fait, c'est comme quand on vit un deuil, il y a des étapes. Mmh. Bah, dans le désir d'enfant comme ça qui vient pas, on fait aussi le deuil, bah, peut-être que ça soit pas spontané, que ça soit pas comme on l'imaginait, que ça soit pas, voilà, comme on le voit dans les films et cetera et à partir du moment où ça aussi on l'assimile, on se dit: «OK, chacun a son chemin de vie, elle a réussi à marcher tout de suite, elle a passé 10 ans, il y a toujours rien», mais c'est pas une compétition, c'est pas un challenge, quoi et ça, il faut vraiment arriver à accepter et aussi, encore une fois, se dire que comme rien n'arrive par hasard, quelquefois aussi, ça peut être intéressant de prendre le temps quelques instants peut-être de regarder aussi un petit peu à la maison, avec son couple, avec soi, avec son travail, voir un peu comment on se situe. Parce que quelquefois aussi, même si, voilà, de dire, c'est dans la tête et cetera, moi je suis quand même convaincue qu'on se crée des sortes de blocages, mais même des blocages qui sont en vérité là depuis très longtemps, qui sont réveillés par des choses, là ça peut être, les essais bébés, un travail qui nous convient plus et à ce moment-là, tant qu'on n'a pas réglé ça, alors certes, l'enfant peut arriver, mais après, c'est aussi vivre une grossesse avec ça en soi et C'est ça. pourquoi ne pas du coup essayer de le régler, du moins tant qu'on peut le faire, avant? Oui, et puis avec le risque aussi de Ouais, transmettre à son enfant, puisque oui, de toute façon, tout se complètement, transmet aussi dans l'ADN, dans les gènes, donc complètement. tout le travail qu'on peut faire avant, ce n'est que Ouais, du plus pour nous et pour l'enfant. ouais. Tout à fait, mais complètement et comment on aborde la grossesse, l'accouchement, la 1re année, on s'est lancé dans les essais bébés, bah, moi, c'était, je me disais: «Ah mon Dieu, l'accouchement, ça va être affreux, ah, je suis même pas sûre de pouvoir, enfin, bien tenir un enfant, j'ai jamais tenu un bébé dans mes bras». Enfin, c'est des choses, et aujourd'hui, en fait, je me rends compte et c'est pour ça que vraiment, quelque part, je suis contente d'avoir eu ce temps aussi là, pour moi pendant toutes ces années, de me rendre compte de tout ça et de me dire: «OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur en vérité?» Bah, en fait, aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est de devoir être confrontée à ce que nous impose la société finalement, puisque, les sujets sur lesquels j'avais pas trop à être ouverte d'esprit parce que j'avais bah, voilà, on m'instaurait la peur quoi, clairement donc Mmh. et bah, en fait, je me suis juste rendu compte que non, en fait, tant qu'en soi, on s'élève de plus en plus, mais par rapport à un projet quel qu'il soit, quel que soit ce projet, il s'élève avec nous, en fait. Donc forcément, les appréhensions, les doutes, les questionnements évoluent en même temps que nous, on évolue donc automatiquement aussi, là, on en revient à ce on peut, transmettre à notre enfant. Je vais pas dire non plus qu'une femme qui attend longtemps d'avoir un enfant, transmettra plein que de belles choses à son enfant, mais je suis convaincue que ça sera une personne qui, je l'espère en tout cas, arrivera aussi à se remettre en question peut-être,
à certains moments, même en échangeant avec des personnes qui sont tombées enceintes très très rapidement après leurs essais et d'autres dans le même parcours PMA, etc. C'est vrai que souvent maintenant j'entends pour une femme qui est tombée enceinte au bout de 2 mois d'arrêt de pilule, n'a pas du tout la même réaction, ne vit pas du tout de la même façon sa grossesse qu'une femme qui a vraiment pris ce temps finalement de désirer cet enfant. Et même si ça peut paraître un peu... pour moi j'en suis convaincue en fait, parce que c'est comme pour tout, quand on désire un travail, qu'on a une idée précise de ce travail et que, allez, on se lance et en 2 mois, on l'a et c'est fait. On n'a pas le temps de, je vais pas dire d'apprécier, mais on n'a pas ce temps comment dire, de prendre la réflexion. De mesurer l'importance, en fait, de ce que ça représente, en fait. C'est ça, du choix dans lequel on va aller, en fait. Enfin, du choix vers lequel on va aller. Et c'est vrai que, on le dit hein, souvent, faire un enfant, c'est facile, quoi. Enfin, voilà, on est en couple, ça fait 3 ans, on a la maison, on a une bonne stabilité, maintenant on fait un enfant. Dans l'inconscient collectif, ouais, c'est ça. C'est ça, mais non, en fait, non. Et il faut... Enfin, je pense que petit à petit, on va arriver progressivement, ça va mettre du temps, mais à se rendre compte qu'un individu est unique et on n'a pas la même histoire, et c'est tant mieux, parce que sinon il n'y aurait pas tout ce qu'on vit maintenant. Et dans les échanges qu'on peut avoir, alors nous ça va être en lien avec ce désir d'enfant, mais d'autres personnes ce sera peut-être des voyages, d'autres ce sera des créations d'entreprises, et tout ça c'est riche, c'est très riche. Donc encore une fois, moi je pense qu'en fait tout est question d'acceptation, de lâcher prise bien sûr, même si bon. Et pour conclure du coup, quelle est la prochaine étape du coup dans votre parcours? J'en ai aucune idée. Là aujourd'hui, on a la possibilité de repartir sur un protocole, et je l'aborde de façon plutôt positive, parce que je me dis c'est chouette d'avoir ce petit coup de pouce là qui peut nous attendre à un moment donné, donc pourquoi pas repartir dedans. Mais à la fois, mon intuition aujourd'hui me dit de continuer à prendre peut-être un peu le temps, de voir ce qui arrive, de lâcher prise quoi, d'être dans l'instant présent. Voilà. C'est bien. C'est très difficile d'y arriver, mais c'est génial que t'en sois là aujourd'hui. Écoute, merci pour tout ça. J'ai eu l'impression de m'entendre à pas mal de reprises, donc c'était rigolo. Mais bravo pour tout ce chemin, ce recul sur toute la situation, et cette vision de la vie positive, et toujours voir le verre à moitié plein, on va dire, toujours ressortir du positif de ces épreuves qui sont pas faciles. Évidemment, on aurait préféré ne pas avoir à vivre ça, mais quitte à le vivre, autant le voir de manière positive et en retirer quelque chose, au moins pour nous. Et ce ne sera que bénéfique pour la suite. Tout à fait. En tout cas, je te le souhaite, je vous le souhaite. Merci beaucoup Merci pour ce témoignage qui, je suis certaine, aidera beaucoup de femmes. Donc, merci beaucoup, et puis on te souhaite plein de belles choses, et n'hésite pas à me tenir au courant de la suite. Avec plaisir. Merci à toi. Marie. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez Serendipity le podcast sur Instagram, et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous.